Yo 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 les amis! Le premier live, on est là, on est tous là. Comment allez-vous? Comment allez-vous les amis? Oh mon dieu, qu'est-ce que ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Pas forcément, hein, vous le savez tous, la talk-show c'est fini, Guillain TV, on est de retour, I'll be back. Voilà, comme j'aime le dire, comme le grand Terminator aime le dire. C'est vrai que j'ai mes yeux qui vont constamment aller à droite à gauche. Je vais être un robot pendant les lives, hein. Je vous le dis, on va jamais s'arrêter les gars, on est au tac au tac, tac tac. Bref, et on va commencer tout de suite, tout simplement par le premier film les amis. Bam! Et ouais les gars. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi Guilain. Merci Charles-Henri. Et du coup les amis, le premier film que j'ai vu au cinéma, alors voilà, c'est la première émission. Il se passe des choses en ce moment avec le Covid, j'ai pas forcément eu le temps d'aller voir énormément de films au cinéma. Surtout qu'il n'y avait pas non plus grand chose qui m'intéressait, mais les choses arrivent à partir de cette semaine, un petit peu la semaine dernière, mais on va en parler tout de suite, de mes futurs rattrapages dans les infos juste après. Pour le premier film, Un homme en colère, dernier film de Guy Ritchie, vous le savez, pour ceux qui étaient là dans les anciennes émissions, l'un de mes réalisateurs préférés. On va commencer tout simplement par vous résumer un petit peu qu'est-ce qu'un homme en colère, avec Jason Statham dans le rôle principal. Un homme en colère, c'est simplement l'histoire, comment dire, le film commence, on voit le braquage de convoyeurs de fonds aux États-Unis, donc des mecs qui baladent de l'argent, par exemple d'une banque ou d'une entreprise, jusqu'à leur entrepôt pour ensuite ramener cet argent dans un autre endroit tiers pour faire passager l'argent monétaire réel. Voilà, j'avais envie de dire de l'argent réel, du flouze, du cash, du bif, vous appelez ça comme vous voulez les potos. Et du coup, on voit au début un braquage qui tourne mal, mais filmé d'une manière où on ne voit pas tout ce qui se passe, on entend uniquement. Voilà ce qui se passe. Donc on est un petit peu dans l'incompréhension. Et le film commence ensuite, donc après ces 5 minutes d'intro qui sont quand même un peu... voilà, ils te rentrent dans l'art direct dans le film. Ce qui se passe juste après, c'est extrêmement simple, c'est Jason Statham, enfin le personnage de Jason Statham, je n'ai plus du tout son nom, je suis vraiment désolé, donc je vais l'appeler Statham pendant tout le résumé et quand on parlera du film. Le personnage donc de Jason Statham, comme je disais, intègre cette entreprise et du coup il a l'air d'être un petit peu l'homme parfait, c'est-à-dire qu'il a le CV qu'il faut pour ce genre de taf, il a la carrure aussi, parce que voilà c'est un taf qui est extrêmement dangereux, c'est des braquages, il y en a souvent, la plupart du temps on leur explique que dans les braquages il faut laisser faire les braqueurs, il ne faut surtout pas interagir et potentiellement mourir et risquer sa vie tout du moins, et on lui explique justement cet accident qu'il y a eu tout au début du film, donc quelques minutes avant, où on apprend que les convoyeurs, voilà, les convoyeurs de fonds, exactement, se sont fait tuer par les braqueurs et du coup, voilà, qu'ils étaient un petit peu en stress constant dans l'entreprise, voilà, qui fait convoyeur de fonds avec leurs salariés et du coup avec le recrutement du personnage de Statham qui lui est recruté dans la sécurité des fourgons. Donc, de manière à ce qu'il ne soit plus que deux, le pilote et le copilote, mais bien trois, le pilote, le copilote et un mec un petit peu pour la sécurité dans les camions au moment de faire les convoyeurs de fonds. Et je vais pas aller plus loin dans l'histoire à part pour vous dire que voilà, comme je vous ai dit, il y a des choses un petit peu louches. On sent que Statham, voilà, il est pas beaucoup bavard avec ses potes. On sent qu'il cache des choses, qu'il recherche des choses, qu'il est pas là par hasard, que cet accident un petit peu anodin qu'on voit au début du film n'est pas si anodin que ça. Et le film est extrêmement bon. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Moi, vous le savez les gars, je suis un fan de Guy Ritchie. Je suis vraiment amoureux de ce réalisateur. J'aime quasiment tous ses films. En tout cas, je pense que j'aime tous ceux que j'ai vus. Parce que j'ai pas vu tous les films de Guy Ritchie. Et force est de constater qu'encore une fois, il nous sort une masterclass. La première, forcément, on va en parler, c'est sa réalisation. Il aime, comme un petit peu à l'époque dans Snatch, dans l'un de ses premiers films, sorti dans les années 90, il aime vraiment jouer avec les timelines et jouer avec le temps. C'est-à-dire que vraiment, Guy Ritchie, on va voir, comme je vous dis en introduction, ces personnages que l'on ne connaît pas, ce fourgon blindé qui se fait attaquer et les mecs se faire tuer. Puis on suit l'histoire de Jason Statham et à certains moments, on a des retours en arrière ou des moments où on voit une scène mais vue d'un autre angle et du coup qui nous ouvre des perspectives et il adore jouer comme ça avec le montage, avec le temps et aussi avec l'espace, comme je vous le disais, des scènes filmées là plus à un endroit X mais à un autre endroit Y à l'opposé qui fait que ça nous retourne complètement et qu'on se dit ah oui effectivement vu qu'il s'est passé ça on comprend pourquoi il y a eu ça etc. Voilà, aussi forcément par ces astuces de montage et de réalisation et de travail du temps et de la perspective du temps, on est constamment assailli en fait par des nouvelles informations
qui en fait au fur et à mesure on se dit ah bah oui évidemment, ah il y avait donc ça, donc c'est pour ça, etc. Donc en fait tout devient clair au fur et à mesure et le film garde constamment un petit peu de mystère jusqu'à, et là je vais en venir tout de suite, l'apogée, le climax du film. Donc le climax c'est la fin pour ceux qui ne le savent pas, et ce climax en fait, pour ne pas vous spoiler, c'est un braquage à grande échelle. Un braquage à grande échelle où il y a des morts, voilà, je ne le cacherai pas, où il y a vraiment beaucoup de bastons et vraiment, c'est à couper le souffle. Vraiment, pendant les 15-20 minutes, hein, parce que cette scène de braquage à la fin, elle est vraiment extrêmement longue et extrêmement intense, et c'est vraiment le terme, c'est le fait qu'elle soit intense, un petit peu comme ce live d'ailleurs les amis. Elle est vraiment extrêmement intense, c'est-à-dire que vraiment, on ne s'arrête jamais de respirer, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer en plus, tout le monde se fait tirer dessus, on se dit est-ce que les braqueurs vont réussir, est-ce que les autres vont tous se faire niquer les uns après les autres, désolé du terme, vont tous se faire tuer les uns après les autres plutôt, qui va gagner déjà aussi tout simplement, et puis une scène masterclass quoi, tout simplement, on sent qu'il sait manier l'action, il sait gérer l'action, et vraiment Guy Ritchie, il nous balance quoi tout simplement, son niveau de réalisation, il s'amuse avec un style bien à lui, et surtout un style qu'il maîtrise, et on sent qu'il est quasiment à l'apogée de son art, qu'il a eu des phases de test dans Le Roi Arthur, surtout sur la question des ralentis. On en a beaucoup moins dans ce film-là, des ralentis à la Guy Ritchie, j'ai envie de dire. Comme il y en avait aussi dans Sherlock Holmes, beaucoup, là on en a vraiment moins. On est beaucoup plus sur cette question de travailler le temps. Je disais, le film est très très ressemblant à Snatch aussi dans les joutes verbales et dans la dynamique du film. On s'arrête jamais. Le film, il est constamment à 150%. À partir du moment où on commence à en apprendre sur le personnage de Jason Statham. Le début met vraiment très très bien les choses en place et très calmement, posément. Vraiment. Et ça, c'est quelque chose aussi, c'est que le film au début prend bien son temps pour nous introduire chaque personnage, même le secondaire. Ils ont tous une certaine personnalité et ça, c'est assez fort, même si la plupart rentrent dans le cliché. Un petit peu en comparatif, pour ceux qui ont vu Aliens, donc Alien 2, celui réalisé par James Cameron, on a un petit peu les mêmes clichés que les personnages de Marine au niveau... Enfin, des Marines, plutôt, dans Alien. C'est-à-dire qu'on a la fille badass qui est limite, entre guillemets, plus... Enfin, la plus costaud du groupe, alors que c'est une femme, donc un petit peu pour casser les mœurs, comme il y avait eu du coup dans Aliens, où... j'ai perdu son nom, enfin bon c'est pas grave, et du coup on a un petit peu aussi le gros costaud un peu pas très malin, on a celui qui est beaucoup plus flippette, un peu beau gosse, enfin voilà, on a vraiment un peu ces clichés là, mais ils arrivent par les discussions qu'ils ont entre eux avec le personnage de Statham et avec le chef du groupe. Ils ont tous une certaine personnalité, une certaine aura et surtout une certaine affection, et ça joue aussi, il faut le dire, à la gueule des acteurs. Ils sont tous assez bons, faut le dire, et Jason Statham en premier, et c'est le point sur lequel je vais venir aussi, que je trouve assez important. Jason Statham, quand on donne son nom, on voit sa gueule. C'est un mec, il n'y en a pas deux comme lui. Jason Statham, il a fait des films, il a joué dans des rôles qui lui sont collés, et aujourd'hui, voilà, c'est ce genre d'acteur un petit peu à la Vin Diesel aussi, un petit peu à la Stallone, où c'est très dur de les voir dans un personnage et on voit plus Statham faire que le personnage X du film interprété par Jason Statham. On sent que Statham est plus fort que les personnages qu'il joue et pas dans ce film-là. Très sincèrement, dans ce film-là, il n'y a pas une seule seconde où je vois Jason Statham. On sent un personnage vraiment très posé, très tourmenté pendant la première partie du film, même les 2/3 du film, et quand on apprend tout le schmilblick final avant ce climax, et ben on sent toute la nuance du personnage, on voit toutes les lignes en fait qui ont été posées, tous les petites miettes, voilà, qui ont été déposées tout au long du film, se reconstruire entre elles, toutes les pièces du puzzle, voilà, se reconstruire entre elles, et là après, à la fin, ça devient l'apogée. En tout cas, moi, quoi qu'il en soit, je pense que j'ai pas grand chose en plus à dire pour un homme en colère. J'adore Guy Ritchie, j'ai rien contre ou ni pour Jason Statham, et quoi qu'il en soit, c'est un excellent film, et vraiment... je vous conseille vraiment de le voir. Alors je sais pas, parce que voilà, c'est un film que j'ai vu il y a un petit peu de temps maintenant au cinéma, il y a même un peu plus d'un mois. Je sais pas s'il est encore au cinéma, j'ai un gros doute et je pense que non. Dans l'éventualité où il ne l'est plus, je vous conseille vraiment de le voir à sa sortie en Blu-ray, en DVD, en 4K. Moi il sera acheté, ou éventuellement sur MyCanal quand Canal aura les droits d'ici 3-4 mois du coup éventuellement, parce qu'ils auront les droits. C'est vraiment un excellent film et vous pouvez vous ruer dessus, c'est avec plaisir que je le re-regarderai. Le second film, les amis,
c'est Sans un bruit 2. Voilà, il fallait en parler. Sans un bruit 2, je vous ai cassé les pieds avec Sans un bruit 2. Il faut dire ce qui est, les amis. Il faut dire ce qui est. Je vous ai cassé les pieds. J'ai découvert Sans un bruit un petit peu de manière anecdotique. C'est-à-dire que c'est ce genre de film où j'en ai toujours entendu parler. J'ai toujours entendu dire que c'était un excellent film et j'avais jamais pris le temps de le voir. Et il y a un an à peu près, juste avant que Sans un bruit 2 devait sortir hors Covid. Donc je crois qu'il était annoncé pour décembre. Donc j'ai dû voir Sans un bruit 1, novembre. Je crois que c'était pour la période d'Halloween d'ailleurs. Et déjà à l'époque, quelle claque. Franchement, j'avais beaucoup aimé Sans un bruit 1. J'avais beaucoup aimé déjà ce concept horreur, science-fiction allié avec le survival horrifique. Tout ça autour du fait que les personnages ne peuvent pas parler, ne peuvent pas faire de bruit. Ça crée de très très bonnes scènes d'angoisse, ça crée de très très bonnes scènes d'action aussi, parce que le film Sans un bruit 1 a de l'action et a de l'horrifique. Et Sans un bruit 2, force est de constater que c'est une réussite. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Sans un bruit 2, pour vous résumer un petit peu l'histoire, on reprend en fait tout simplement quasiment en fait à la seconde où se termine Sans un bruit 1, suite à l'attaque des créatures dans le camp du personnage d'Emily Blunt, de ses enfants et de son mari malheureusement décédé, spoiler. Ils sont obligés, elle et ses deux enfants, enfin ses trois enfants, puisqu'elle a accouché et qu'elle a un bébé, évidemment. Deuxième spoiler du 1, voilà, je vous ai gâché complètement Sans un bruit, hein, je suis désolé. Elle est obligée de déménager. Et en fait, ils voient que d'autres humains sont encore présents. Ils partent à la recherche de d'autres humains parce qu'ils ont vu justement des feux au loin, des choses se passer un petit peu au loin. Et ils tombent sur ce personnage un petit peu ermite de Cillian Murphy, l'acteur principal de la série Peaky Blinders, qui aura sa dernière saison qui sort d'ailleurs cet été. Et du coup, va se jouer toute une question de, puisqu'on termine Sans un bruit 1, enfin Sans un bruit du coup, avec la question du sonotone, je crois que ça s'appelle comme ça, de la petite fille, de la fille d'Emily Blunt qui est sourde, qui a réussi à trouver un moyen de stopper les créatures, ou en tout cas de les immobiliser le temps de pouvoir les tuer. Et du coup, se pose en fait la question dans ce film de justement trouver un moyen à plus grande échelle d'utiliser cette technologie contre les créatures et peut-être de reprendre le pas sur les créatures, parce que là actuellement les humains c'est la merde. En parallèle de ça, une onde radio est captée avec une musique qui passe constamment à la même heure chaque jour, et les deux objectifs vont assez vite se lier, parce qu'il va se poser la question de devoir trouver d'où provient cette onde radio pour pouvoir, par les ondes de la radio, utiliser cette technologie contre les créatures à très grande échelle. Et de l'autre côté, à savoir, est-ce que cette onde radio, il y a des humains à côté? Je vais pas aller plus loin les amis, je vais pas vous spoiler, parce que très sincèrement ça reste un film d'horreur, ça reste un film angoissant. Il y a de très bonnes scènes d'angoisse, je pense à la scène dans le train, enfin dans le train abandonné, où ça fonctionne vraiment bien. Et le réalisateur John Krasinski, si je me trompe pas, joue vraiment bien la carte du fait que la fille soit sourde, pour nous manier dans l'horreur et nous surprendre autant qu'elle serait surprise, elle, de tomber sur des choses sans les entendre. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, je trouve vraiment que la réalisation et le fait de jouer avec les bruits comme ça fonctionne extrêmement bien. Il y a quelques défauts, effectivement. Je pense par exemple à toute la scène qui se passe sur le port de nuit. Ça ne devrait pas se passer comme ça exactement, surtout au moment où l'un des personnages remonte dans un bateau une fois que les créatures venaient d'attaquer. Tout le bruit qu'il fait pour monter sur le bateau en tapant l'eau, en tapant le bateau, etc. Force est de constater que d'autres créatures auraient dû arriver et que les personnages à ce moment-là n'auraient jamais dû survivre, ou du moins qu'une autre scène d'action aurait dû s'enchaîner. Donc il y a des moments où du bruit a lieu, mais pour défaut scénaristique, on va dire, pour que le scénario avance dans le sens où on a envie qu'il avance, il n'y a pas de créature à proximité, en gros c'est ce qu'on nous fait comprendre, mais ça reste un tout petit défaut. Et j'en ai pas encore parlé. D'ailleurs, Gérald Doche qui nous dit trop chouette ce film. J'ai adoré le 1 et le 2. On est deux là-dessus. Et j'en ai pas encore parlé, mais avant de reprendre le moment exact où se termine l'épisode 1, on a une introduction de 15-20 minutes où en fait c'est le jour où les créatures arrivent sur Terre. Donc en fait les 15-20 premières minutes du film, c'est voilà, les quelques minutes qui précèdent et qui suivent l'arrivée des créatures autour de nos personnages principaux et dans la globalité sur Terre. Et cette scène, elle est juste
incroyable. On a des enchaînements de plans séquences, de scènes d'action, de scènes horrifiques. En 20 minutes, il nous balance toute la sauce, le Krasinski. Et la vérité, c'est réussi à merveille. La scène d'introduction, c'est une des rares scènes d'introduction au cinéma qui m'a autant fait rentrer facilement et rapidement dans un film. Dès le début, tu sais ce qui va arriver parce que tu as vu le 1. Donc tu sais ce qui va se passer. On te fait parler 2-3 fois les personnages, on te crée 2-3 mini-dilemmes quotidiens, donc le fait de réussir son match de baseball pour le gamin, des discussions de fermier entre le père et justement le personnage de Cillian Murphy, puisqu'on apprend que Cillian Murphy connaissait la famille de Emily Blunt avant la catastrophe. Et du coup, ce qui se passe, c'est que juste à ce moment-là, les créatures arrivent, et là c'est un enchaînement, scène d'action, scène d'horreur dans le magasin, re-scène d'action, re-scène d'horreur, et bam, on reprend le film au premier. Et très sincèrement, c'est manié. Moi, je trouve que c'est extrêmement bien fait, extrêmement bien manié. J'ai beaucoup aimé ce film, j'ai beaucoup aimé le personnage de Cillian Murphy, qui devient personnage principal, en fait, dans ce film. C'est aussi bien géré, en fait, les personnages, c'est au final 4 personnages là, parce qu'il y a aussi le bébé, mais le bébé est plus là comme moyen de créer de la tension que réellement en tant que personnage utile. Il faut le dire, il est vraiment là pour créer la tension, il n'a aucune utilité scénaristique à part ça. Mais par contre, la gestion des personnages pour qu'ils aient tous une importance et qu'ils soient tous principaux, à part le fils qui lui a vraiment été beaucoup plus délaissé et sert un petit peu comme le bébé de personnages un petit peu voilà, à sauver et à protéger, parce que très vite il lui arrive une merde qui fait qu'il est blessé et qu'il ne sert quasiment plus à rien l'autre partie du film. Mais par contre, le personnage de Emily Blunt, le personnage de Cillian Murphy et de la fille sourde, eux sont vraiment les 3 personnages principaux, quasiment je pense à autant de temps d'écran, quasiment avec autant d'importance. Les personnages vont aussi se diviser, c'est ce qui va faire que des liens vont se créer, des scènes de tension. La partie action va plus se passer avec ce qui se passe autour du personnage de Cillian Murphy, là où la partie horrifique va plus avoir lieu avec le personnage d'Emily Blunt, ce qui fait du coup d'ailleurs pour moi que la partie avec Emily Blunt est peut-être la partie la moins intéressante du film, parce qu'elle est très redondante et ressemblante à en fait Sans un bruit 1. On sentait qu'il n'y avait pas forcément d'idée où emmener ce personnage avec son fils, ou emmener ce qui se passe autour d'eux. Donc il y a quasiment une redite, on se retrouve encore une fois avec des personnages enfermés, avec très peu d'armes et très peu moyens de se sauver contre des créatures qui arrivent suite à un léger accident dans une pièce close où ils ne peuvent pas remonter ou ressortir, ou difficilement parce que la créature leur bloque la porte. Et c'est l'appareil de la petite qui va encore une fois la sauver. Enfin voilà, il y a vraiment scénaristiquement parlant du très gros, mais puisque les décors ont changé, on l'accepte. Et là où dans Sans un bruit 1, c'était la scène principale et la force du film, là en revanche, c'est entrecoupé des scènes avec Cillian Murphy et les scènes avec la petite fille, ce qui fait que c'est plus une péripétie que l'histoire principale, donc on l'accepte plus que si c'était vraiment une redite, comme par exemple Star Wars 7 avec Star Wars 4. Pardon, c'était mon petit clash à Star Wars 7, il le faut comme à chaque fois. Et du coup les amis, bah voilà, pour conclure, je vous conseille vraiment Sans un bruit 2. Aussi, je vous conseille, même si je suis désolé, je vous l'ai un petit peu spoil, je vous conseille Sans un bruit 1, allez le découvrir, moi c'est vraiment un gros coup de cœur, Sans un bruit 1. Et Sans un bruit 2, force est de constater que c'est très très bon. Et le film pourrait s'arrêter là. Ça pourrait rester juste 2 très bons films, mais pourrait aussi avoir une suite. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que la fin ne mène pas forcément à plus loin. On peut s'arrêter là et que ça se termine bien, qu'on imagine la suite positivement. Ou alors nous offrir une très belle suite, un beau Sans un bruit 3. Moi je l'aimerais, mais je ne serais pas forcément déçu que ça s'arrête là, parce que c'est 2 très bons films. Et enfin, un film où Cillian Murphy, au cinéma, peut montrer tout son talent en tant que personnage quasi principal, même s'il partage son temps d'écran avec 3 autres. Donc vraiment, j'ai hâte de voir s'il peut aller chercher d'autres films un peu plus gros, et surtout des films où il sera lui seul le personnage principal, où il portera ses films, et surtout que ce seront des bons films, parce que j'aime vraiment beaucoup cet acteur. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous intéresser à sa filmographie, parce que vraiment je trouve que c'est un excellent acteur qui a fait de très bons films, mais tout le temps des rôles secondaires.
Je pense principalement au film avec le soleil Sunshine, qui est vraiment un excellent film de science-fiction, où il joue un personnage mi-secondaire, mi-principal, parce que c'est tout un équipage de vaisseau, donc forcément c'est compliqué de se partager le temps d'écran. Et là, avec Sans un bruit 2, il revient au cinéma avec un grand C. Voilà. Un grand C de cinéma et un grand C de Cillian Murphy. Voilà, j'ai fait une petite blagounette, les copains. Et du coup, les amis, on va passer au 3e film. Et là, les gars, bam! Comment je suis devenu super-héros. Comment parler de ce film? Très sincèrement, comment vous parler de ce film? Je ne saurais même pas par où commencer. C'était, pour ceux qui ont suivi les ciné-soirées sur notre ancienne chaîne Twitch, où j'étais en duo avec Tristan et Victor, nous étions, j'étais dans l'attente de ce film depuis des années. C'est-à-dire qu'à partir de ce film, quand il a été annoncé, a simplement été annoncé sans titre, comme quoi il y avait un projet de faire un film de super-héros français. Et déjà ça, quand je voyais toutes les bouses Marvel, on en reparle juste après de Marvel, je me suis dit, putain, j'adore l'idée. Moi, le cinéma de genre français, je suis fan. Il y a beaucoup de films de genre horreur en ce moment en France, peut-être un petit peu trop, ce n'est peut-être même plus du cinéma de genre au point de la quantité qu'il y a. Par contre, un film de super-héros français, j'attendais que ça. Et tout de suite, dans les premiers castings ont été annoncés Benoît Poelvoorde, qui est un acteur que j'aime énormément, qui me fait mourir de rire, et qui sait aussi prendre des rôles dramatiques, des rôles sérieux. Et j'ai suivi ce projet. Et vraiment, je l'ai tenu à cœur. Tous mes proches savent que ce film, je l'ai attendu comme le saint graal du cinéma français. Alors voilà. Je n'aurais jamais osé dire, et là encore vous allez le voir, je ne vais jamais dire que ce film est un chef-d'œuvre, mais simplement pour le projet que c'est, pour l'ambition que ce film avait, je ne pouvais que le vouloir et le féliciter. Et est arrivé quelque chose en mars 2020, pardon, pas 2 ans, 1 an, en mars 2020, une chose est arrivée qu'on a tous connue malheureusement, qui s'appelle le Covid-19, ou la Covid-19, c'est vous qui choisissez. Et ce film, comme tant d'autres, on peut citer James Bond, Kaamelott, OSS 117, ont vu leur date Dune aussi, ont vu leur date de sortie se faire repousser, voire annuler sans date remise pour l'instant. Et à chaque fois, repousser. Et ce film, c'était ma plus grosse attente de 2019. Le 1er janvier 2019, avant que toute cette merde sanitaire arrive, mon attente de l'année, c'était pas le dernier James Bond. C'était pas Kaamelott, c'était pas Dune, c'était pas... je pourrais vous en citer plein d'autres. C'était comment je suis devenu super-héros. J'ai attendu ce film et j'ai regardé aucune bande-annonce parce que je ne voulais pas... je voulais le découvrir entièrement au cinéma. Et j'ai vu un jour arriver sur Twitter une annonce disant que ce film finirait et a été racheté par Netflix. Que le film que j'attendais depuis plus d'1 an, parce que cette annonce a eu lieu, je crois, en janvier ou février 2021, donc cette année, après plus d'1 an et demi d'attente à partir de sa production et plus d'1 an depuis que la date de sortie a été annoncée, j'apprends que l'un des films que je veux le plus voir ne sortira pas au cinéma. Et là, vraiment, j'ai été dépité, mais force est de constater que le système était plus grand que moi. Hein. C'est pas mon petit avis et mon petit tweet qui ont fait changer les choses, comme vous vous en doutez. Donc, j'ai ravalé ma douleur, qui m'a fait très mal. Et forcément, j'ai été voir le film sur Netflix. Pour tout vous dire, c'est extrêmement frais parce que j'étais tellement dégoûté de ne pas le voir au cinéma que je voulais le voir dans les meilleures conditions possibles avec l'envie de le voir. Et en fait, je l'ai tout simplement découvert hier soir. Voilà, c'est pour vous dire, donc c'est extrêmement frais dans ma tête. Et pourtant, je pourrais vraiment en parler des heures et je pourrais défendre ce film pendant des heures. J'ai vu quasiment personne en parler et ça, je ne comprends pas comment ce film peut être passé inaperçu après ce que c'est. Surtout quand je vois là en ce moment, on en parle aussi juste après, mais le film Titane, qui rien qu'en passant au Festival de Cannes est en train de faire un petit peu le buzz. Et malheureusement, Pio Marmaille qui est en train de faire le débuzz. On en parle aussi juste après, l'acteur principal. Pour vous parler un petit peu de comment je suis devenu super-héros, c'est extrêmement simple à résumer. Nous sommes dans un monde, donc ça se passe à Paris, nous sommes dans un monde où des humains, un petit peu comme le monde des X-Men au final dans les grosses productions Marvel et dans les gros comics Marvel, donc un petit peu comme dans cet univers-là, des êtres humains naissent avec des pouvoirs et des êtres humains naissent sans pouvoir. La seule chose qui se passe, c'est qu'aucun humain n'a
deux pouvoirs différents. C'est-à-dire que chaque personne a un pouvoir individuel et le seul moyen qu'une autre personne ait le même pouvoir, c'est par descendance et donc par hérédité. Et nous, on suit donc le personnage de Pio Marmaille qui est policier sans pouvoir. En tout cas, c'est ce que l'on pense. Le personnage de Pio Marmaille qui est un policier en fait tout simplement, donc c'est un monde extrêmement normal, hein. Il n'y a pas de surpouvoir, simplement voilà, les gens qui ont leur pouvoir se baladent et les utilisent tous relativement positivement, et quand ils l'utilisent négativement, une brigade spéciale, je sais pas si c'est une brigade spéciale super-héros ou anti-élémentaire, je crois que c'est quelque chose comme ça, part à la recherche pour essayer de capturer la personne qui a fait des délits, par exemple, tout au début du film. Et c'est là où l'histoire commence et que moi je vais m'arrêter dans mon résumé. Le personnage de Pio Marmaille est appelé pour une intervention devant une discothèque où il y a eu 5... alors je sais plus si c'est morts ou blessés. Enfin en tout cas il y a eu 5 victimes d'un incendie lié à une personne qui a utilisé son pouvoir de cracher du feu avec ses mains. Donc un pouvoir de flamme. Et du coup... tu vois que plusieurs accidents faits par la même personne, ou en tout cas par le même pouvoir, ont lieu dans différents lieux à Paris, plusieurs jours qui suivent. L'enquête va avancer, donc que va-t-il arriver? Pourquoi une personne fait ça? Est-ce qu'il n'y a qu'une personne? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez le découvrir en voyant le film. J'ai pas envie d'aller plus loin parce que je veux vraiment que vous découvriez ce film comme je l'ai découvert, c'est-à-dire avec rien du tout. Je ne savais même pas, à part Benoît Poelvoorde, quels acteurs il y avait dedans. Il y a aussi Leila Bekti en actrice connue, Pio Marmaille du coup. Le film est réalisé par Yvan Attal, le frère c'est Douglas Attal, oh je sais plus. Bref, Yvan Attal, c'est pas grave, on s'en fout. Qui a réalisé quasiment que des merdes en fait, en plus juste avant, donc c'est ça qui est assez fou. Et en fait, on est simplement sur un film policier avec des super pouvoirs, donc un film vraiment avec un scénario très français, hein, vraiment. On a tous ces clichés du cinéma français avec le flic qui a connu quelque chose qui le tourmente, qui l'empêche de dormir, qui le rend plus heureux. Il y a quelques années, un grave accident avec des coéquipiers à lui, un petit peu flou au niveau du film d'ailleurs, cette histoire qui va devenir de moins en moins floue et se révéler au fur et à mesure du film, forcément parce que cette histoire cache aussi quelques secrets. Et lui qui va devoir être mis forcément en collaboration avec donc déjà une femme, parce que qui dit cinéma français dit histoire d'amour, le bisou voilà à la fin, et qui va être mis avec une femme voilà qui est la petite que personne prend vraiment au sérieux, que lui au début utilise, prend un peu pour sa merde. Au final au début c'était de la haine entre les personnages qui va se transformer en tout à la fin en amour, mais déjà en respect et en convivialité et en vrai duo qui arrive à fonctionner et à travailler ensemble pour mener l'enquête à fond. De l'autre côté, le méchant, on n'est pas trop dans un cliché, mis à part à la fin. J'en parle juste après dans une section spoiler, enfin semi-spoiler. Donc je vais continuer un petit peu sur la partie simple. Oh là là, tu nous spoil le bisou. Waouh, je vous ai spoil le bisou. Film français, je vous spoil un bisou. Wouh, Navy Queen, c'est la fin du monde. Et du coup... pour reprendre, le film vraiment est excellent malgré plusieurs faiblesses. La première faiblesse pour moi, c'est je pense la question de sa budgétisation. Forcément, un film français avec des super-héros, enfin dans un monde en tout cas de super-héros plus qu'avec des super-héros, parce que les gens ont des super-pouvoirs mais ne sont pas des super-héros, à part 3 où l'histoire va tourner aussi autour d'eux, mais vous verrez en découvrant le film. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout au début du film, on a une belle pub pour Eat Salad, mais une pub d'au moins 30 secondes à l'écran. J'avais l'impression que le film n'avait pas commencé et que c'était la pub de TF1 avant le film du dimanche soir, 21h. Vraiment, c'était cette pub de Eat Salad dans le film, elle est honteuse. Vraiment, elle est honteuse. Et en plus de ça, on a des moments en fait pour nous relater les accidents que je vous parlais juste avant qu'il y a eu en ville. Donc par exemple cette discothèque brûlée, ou un peu plus tard je crois que c'est un lycéen qui a tenté de tuer ses camarades avec aussi ce pouvoir de feu. En fait, une fois que l'histoire est passée, on nous montre des images de médias relayant l'information pour montrer aussi la peur qui commence à se créer autour de ce phénomène, et aussi pour nous faire avancer l'histoire, pour nous montrer que c'est un phénomène qui évolue, qui arrive de plus en plus, etc., que ces accidents-là arrivent de plus en plus. Enfin,
accidents. C'est pas des accidents, mais que cet événement de personnes faisant des dégâts dans la ville de Paris arrive de plus en plus et de manière de plus en plus rapide. Et c'est montré qu'avec des journaux de droite, donc CNews et BFM TV, non pas que je suis anti-politique ou pour politiquement, là-dessus j'ai aucun problème sur ça, mon avis politique ne compte pas pour ça, simplement je trouve que du coup le film, en ne mettant que des journaux de droite, montre lui son aspect politique et ne crée pas de neutralité au niveau de ça. Donc voilà, c'est peut-être plus ce qui me dérange dans le film, c'est pas que ce soit en tant que tel des journaux de droite, je vous ferais le même reproche si c'était deux journaux de gauche qui faisaient les médias, mais le fait qu'il n'y ait que des journaux de droite fait que ça fait un petit peu politiquement montré quoi, tout simplement, et ça, pour la neutralité d'une œuvre, ça me dérange un petit peu, mais ça ne sont que des petits défauts. On pourrait très bien écrire autre chose que CNews et autre chose que BFM TV et créer un faux média que le problème serait résolu. Le hit salade, c'est dans les 2 premières minutes du film et après on voit plus aucun placement de produit. Et comme je vous le disais, on est vraiment sur un film un petit peu aussi, voilà, comme on nous le dit dans le chat, un petit peu prévisible. Forcément, c'est un scénario à la française, c'est une enquête à la française, mais avec des super pouvoirs, des utilisations de super pouvoirs et surtout un traitement de ces pouvoirs très habilement utilisé, parce qu'en fait, je vais pas vous spoiler, mais pour simplement utiliser le terme, je ne vais pas vous spoiler pour l'instant, mais pour simplement utiliser le terme, en fait, ces super pouvoirs, ou en tout cas, ce qui se passe autour de ces pouvoirs, ont un lien direct en fait avec la consommation de drogue. Et là, je pense que je vais devoir rentrer dans les spoilers pour ça. Donc, je vais aller tout de suite dans les spoilers. Mais juste avant, simplement un petit blabla rapide pour vous dire que je vous conseille fortement d'aller voir ce film. Malheureusement sur Netflix, et j'espère qu'il va buzzer sur Netflix pour éventuellement avoir une suite, ou en tout cas permettre au film d'exister. Pourquoi pas en Blu-ray, parce que je serai le premier à l'acheter. En tout cas, je défendrai toute ma vie ce film, parce qu'un film de super-héros français aujourd'hui, en 2021, quand on voit qu'on se tape 5 minimum, voire 6 films de super-héros par an, entre les 3-4 du MCU, les 1 ou 2 du DCU, et de temps en temps 1 ou 2 autres à droite à gauche, je repense en 2017 à Spider-Man Into the Spider-Verse, et je parle même pas de la qualité intrinsèque des films, je parle juste de la quantité qu'on a. La qualité forcément est moindre, puisqu'on en a beaucoup. Et forcément, un film de super-héros français, je le défends. Et surtout, il est très très bien réalisé. Voilà, moi c'est vraiment la colorimétrie, que ce soit des personnages. On le voit sur cette affiche-là. Et si vous regardez les affiches de chacun des héros du film, des personnages principaux, ils ont tous une colorimétrie liée à eux et à leur pouvoir. Et c'est très bien retranscrit dans le film, même si on part sur un petit peu de clichés. Typiquement, le mec en feu, il va être proche du rouge. Le mec avec des pouvoirs de glace, il va être bleu et il va faire des petits trucs froids autour de lui, alors que celui de feu va pas forcément avoir de la fumée autour de lui. Enfin voilà, on a quelques clichés pour rentrer facilement dedans et pas trop se poser de questions, mais en dehors de ça, force est de constater que pour moi ce film est une réussite, et je pense qu'à partir de maintenant je vais devoir entrer dans une petite section spoiler. La première de cette section spoiler, c'est la fin qui m'a vraiment dérangé. Quand la gamine se fait capturer, elle n'a pas un pouvoir supérieur aux autres, j'ai envie de dire, à la même, si ce n'est même en fait un pouvoir pas si ouf sur le papier. Enfin, ces éclairs qui sortent des yeux, pour moi c'est un pouvoir qui est vraiment moins impressionnant que celui qui balance le feu ou que celui de glace, voire même celui qui arrive à rendre aveugle les gens. Et après, le pouvoir du personnage de Pio Marmaille qu'on apprend à la fin, j'en parle même pas. Là, on est vraiment sur un pouvoir qui est titanesque par rapport aux autres. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à la fin, il se fait appeler Titan et j'ai même pas fait exprès. Donc, Godwin point for the jeu of mots. Et du coup, forcément, la fin m'a vraiment laissé un goût amer parce que je trouvais déjà qu'il manquait un petit peu de rythme avec ce méchant. Il meurt un petit peu rapidement et loin, en fait. Il meurt quasiment hors cadre, en fait. Il est vraiment très loin au niveau de la caméra. Il n'y a pas vraiment de combat impressionnant. Et je pense que c'est à cause du manque de budget, tout simplement, du petit budget du film de base. Donc, je peux l'accepter, je l'accepte même, je vais l'accepter, mais c'est pour vous dire voilà, que le film a des défauts, forcément, il en a, mais ça reste quand même une très belle réussite dans le cinéma français qui nous propose constamment toute leur merde de comédie. Je pense actuellement
qu'est-ce qui est sorti là, le truc, le sens de la famille ou je sais pas quoi. Moi, le film, moi, la fin ne m'a pas dérangé perso. Alors, Gérald Doche qui nous dit voilà, que la fin l'a pas dérangé. Moi, c'est vrai qu'il y a ça et surtout le fait qu'il capture la gamine, qu'il veuille la sortir de son labo et partir avec elle. Bon, je trouvais que la gamine n'avait pas forcément de lien important avec ce personnage-là, du méchant. Elle avait rien du reste. En fait, elle avait un lien avec le héros, mais le méchant n'était pas au courant de ce lien avec le héros. Du coup, je comprends pas pourquoi elle plus qu'un autre, pourquoi elle plus que le gars qui est juste à côté, voilà. Pourquoi le méchant juste s'est pas tiré 100 personnes et du coup après une confrontation. Je sais pas, je pense que la fin aurait pu être différente, peut-être un tout petit peu mieux dans les mêmes budgets, mais néanmoins, force est de constater que le film reste une réussite pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le micro est pas un petit peu proche là ? Wouh ! Bon. On s'amuse un petit peu. Force est de constater que moi j'ai vraiment beaucoup aimé le film quand même. Je peux pas vous le cacher. Bien au contraire, hein, d'ailleurs. Hein. Et du coup, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Il est disponible du coup, malheureusement, gratuitement sur Netflix. Enfin, gratuitement, si vous avez Netflix, il est disponible dessus. Comment je suis devenu super-héros. Et j'en ai pas parlé, mais voilà aussi, il y a un traitement, comme je le disais, de la drogue par rapport au pouvoir et surtout ce que fait le méchant des pouvoirs des humains qui capturent. Et aussi, il y a un traitement de l'évolution des pouvoirs et du coup, éventuellement, la question de la dépendance à la drogue, parce qu'il y a tout un sous-entendu sur la consommation de drogue dans le film, la drogue et le trafic de drogue aussi, etc. Même lui représentera un petit peu la brigade des stupes en fait avec son métier de policier et ce qu'il fait. Et aussi avec le personnage du coup, je voulais dire, de Benoît Poelvoorde, avec l'évolution en fait de la dépendance qui fait que lui forcément c'est pas anodin, la maladie qu'il développe selon le film en vieillissant, même s'il est pas si vieux, c'est la maladie de Parkinson qui fait que son pouvoir il a du mal à l'utiliser. Ça montre une forme de dépendance et les tremblements liés à la drogue, c'est vraiment pas anodin, c'est plus qu'un message du film. Pour montrer que voilà, à trop utiliser, à trop en faire, il y a un moment où ça éclate, tout simplement. Et je sais pas du tout si c'était une morale à peine cliché, mais c'était la morale de Guillain. Non mais voilà, tout ça pour dire que le parallèle avec la drogue est plus que reconnaissable, mais est très bien fait. Les pouvoirs aussi, j'en ai pas parlé des effets spéciaux. C'est vrai que je suis semi-spoiler, pas spoiler, on s'en fout les amis. En tout cas, les pouvoirs aussi sont vraiment très bien faits. Il y en a assez pour qu'on sente qu'on n'est pas pris pour des cons, et il n'y en a pas trop pour que ça commence à se ressentir visuellement, que ça fasse kitsch au niveau du budget. Il y en a pile assez, et c'est vraiment assez montré, même de temps en temps avec des scènes flashback, des scènes de retour en arrière, ou alors des petites scènes d'action posées à droite à gauche, même parfois avec des personnages secondaires, pour nous en mettre un petit peu plein la vue et nous dire voilà, là je t'ai servi tes pouvoirs, maintenant on retourne aux discussions qui font avancer l'histoire, avancer l'intrigue et avancer l'enquête. Puis dans 5 minutes, t'inquiète, je te remettrai un petit goût de feu, un petit lancement de flamme, un petit aveuglement, et t'inquiète, tu seras content. Tout le monde est content, on est content, t'y es content, et c'est parfait. En tout cas, tout ça pour vous dire que je vous conseille chacun des films que j'ai vus. Ça sera peut-être l'une des rares critiques où chacun des films, je les ai aimés. Extrêmement déçu que le film Comment je suis devenu un héros finisse sur Netflix. Vraiment un goût amer, hein. Vous le voyez, je l'ai au travers de la gorge. Et du coup les amis, avant de passer à la prochaine section exclusive à Twitch, je vais faire le petit message de fin pour vous YouTube. N'hésitez pas à venir déjà sur les lives, donc je le répète, tous les mercredis soirs de 21h à 23h pour l'émission Ciné-Soirée quand elle aura lieu. Parfois avec des invités, parfois que avec moi. On revient, comme je vous l'ai dit tout au début, sur les films que j'ai vus récemment sous la forme de cette critique un petit peu posée où on peut en discuter tous ensemble dans le chat. Ensuite, les infos du jour où je vais parler un petit peu des infos qui m'intéressent et que j'ai envie de discuter avec vous dans le monde cinéma-série. Et ensuite, le sujet du jour. À chaque fois, on trouvera un sujet qu'on débattra tous ensemble. En tout cas, les amis, comme je le dis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à venir me voir sur le live, donc à venir vous abonner à Guillain TV sur Twitch et Guillain TV sur YouTube, forcément pour pas louper les prochaines vidéos, à mon compte Instagram aussi et à mon compte Twitter pour ne rien louper des annonces des prochains lives parce qu'on ne fait pas que du cinéma et il y aura plein de choses qui vont se passer dans les prochaines semaines. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, regarder c'est bien, en discuter c'est mieux. C'était Guillain, ciao.